Atteintes aux libertés, propagande sanitaire, grand déclassement, élite méprisante, mensonge, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite, pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TV Liberté à tous les Français, dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Mon invité du jour est Marc Charuel. Il nous présente son dernier roman, Opération Sahel, l'espionnage est une guerre sale. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que pour que vous êtes un ancien grand reporter, vous avez été journaliste et vous publiez un nouveau roman, est-ce que vous pouvez nous présenter le scénario de ce roman, nous planter le décor? Donc c'est un roman d'espionnage. C'est pas un polar, c'est un roman d'espionnage un peu bâti comme un thriller. Il se passe dans la zone sahélienne, donc au Mali, pendant l'intervention française, donc avant que la France mette un terme à l'opération Barkhane, avec tous les protagonistes qu'on peut retrouver dans ce type de roman, donc la DGSE pour la France, la CA pour les États-Unis, le groupe pour la Russie, le groupe Wagner. Et puis, évidemment, toutes sortes de cellules terroristes sahéliennes, AQMI, Daesh, etc. Avec un élément central, donc on veut dire un héros, pour faire simple, donc un personnage central qui va essayer de comprendre ce qui se passe et qui va rencontrer pas mal de problèmes sur place. Alors, ce personnage, c'est Vincent Caron, il est grand reporter. Et est-ce que c'est vous ? Non, c'est pas moi, évidemment, mais ça étonnera personne qu'un journaliste qui fasse des thrillers, des romans d'espionnage, avec un journaliste dedans, s'inspire de ce qu'il connaît le mieux, quoi, donc de son métier, évidemment. Bon, c'était plus simple pour moi de décrire la vie d'un journaliste que celle d'un policier ou d'un médecin. Et comment vous est venue justement l'idée d'écrire ce roman, l'envie, l'idée? Écoutez, donc j'ai fait le précédent livre avec quasiment les mêmes personnages, en tout cas pour les principaux personnages. Un roman d'espionnage qui se passait en Asie, au Vietnam. Le bouquin a plutôt très bien marché. Moi, j'avais pris énormément de plaisir à l'écrire et l'éditeur m'a demandé si j'avais pas dans l'idée de faire une suite. Donc, ok, il fallait faire une suite. Donc, j'allais pas refaire un deuxième roman d'espionnage en Asie. Faire quelque chose en Europe, ça me passionnait pas. Et après tout, pourquoi pas l'Afrique, au Mali, puisque c'était quand même au cœur de l'actualité au moment où je l'écrivais. Et de plus, je connaissais l'endroit pour y être allé au début de l'intervention française, donc quand elle s'appelait Serval en 2013. Pour faire un reportage pour... Oui. Et alors, il y a une teneur assez politique, assez rapidement dans le livre. On voit une critique de la radio publique française. Bon, sur notre plateau, ça ne pose pas de problème. Il y a une dénonciation des apôtres du vivre ensemble. Est-ce que vous êtes engagé dans un parti politique? Est-ce que vous avez vous-même une coloration que vous revendiquez? Non, je suis dans aucun parti politique. Après, j'ai des idées sur ce qui se passe en France, comme n'importe quel Français est censé en avoir. Voilà. Et justement, sur la question malienne, on entend beaucoup de choses sur le rôle de la France là-bas.
Quel est votre sentiment sur les opérations qui étaient menées au Mali? Est-ce qu'elles étaient légitimes, selon vous? Alors, est-ce qu'elles étaient légitimes? Ça, c'est un peu compliqué d'y répondre, mais pour faire plus simple, lorsque Hollande a déclenché l'opération Serval, et pour être allé là-bas quasiment à ses débuts, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée, parce que c'est vrai qu'il y avait un vrai risque. Vous aviez, juste avant que les Français ne s'engagent dans cette opération, des colonnes de djihadistes qui roulaient à fond la caisse sur Bamako. Donc c'était AQMI, donc Al-Qaïda. À l'époque, ces terroristes, ces islamistes auraient pris Bamako, ils descendaient plus au sud. Enfin, ça mettait un bis noir dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc il fallait intervenir. Donc c'est la France qui s'y est collée. Bon, c'était très bien. Ensuite, très vite, l'opération Serval s'est transformée en opération Barkhane. Ça, comme beaucoup, j'ai pas trop compris quelle était la différence de détail. Les Français ont fait pas mal de travail au début, et puis il est arrivé un moment, donc quelques années après, où on a pu se demander effectivement à quoi on servait. Non pas à cause des morts qu'on a eu, je crois qu'on en a eu 50, enfin une soixantaine, mais 51 parfaits de guerre, c'est à la fois très peu et beaucoup. C'est très peu pour 8 ans de guerre, et beaucoup dès lors qu'on est depuis des années dans une logique de zéro mort quand on fait la guerre, ce qui est assez invraisemblable d'ailleurs, c'est même grotesque. Mais c'est pas ça qui me fait penser qu'on avait fait notre temps là-bas. C'est qu'en fait, à part quelques opérations ponctuelles, je parle des opérations menées sur le terrain, avec quelques résultats ponctuels, il y avait beaucoup de sang et de larmes du côté des Français pour pas grand-chose. En fait, les seuls vrais dégâts qu'on a imposés, enfin que je sache, aux islamistes, étaient faits depuis les airs. Dans votre ouvrage, il est question, au début de l'ouvrage, je ne vais pas trahir la suite du roman, il est question des États-Unis qui ont un rôle de déstabilisation au Mali. Est-ce que là, on est dans la fiction, ou est-ce que ce sont des faits que vous avez pu rapporter, que vous avez découverts? Bon, écoutez, concernant le Mali, oui, on est dans la fiction, enfin, tel que je raconte les choses, évidemment. Mais c'est ça la liberté d'un auteur de romans d'espionnage, c'est d'imaginer tout et n'importe quoi sur le backstage, sur les coulisses des services. Donc on peut raconter tout ce qu'on veut, parce qu'on le lecteur n'est pas censé savoir ce qui se passe dans les coulisses des gouvernements et des services. Donc voilà. En revanche, c'est quand même inspiré de faits non pas dont j'avais été témoin, mais qui m'avaient été rapportés par des gens sur le terrain, il y a quelques années de ça, en Afghanistan. Oui, les Américains nous ont plusieurs fois lâchés en cours de route. Donc, ils n'ont pas été, comme les gens le croient, toujours nos amis, nos bons amis. Enfin, pour moi, si vous voulez, écrire l'histoire comme j'ai fait, c'était plutôt pour expliquer aux gens que les Américains ne sont pas forcément nos amis. Pas toujours. Ils ne sont pas toujours les amis de leurs alliés. Alors il y a tout de même un peu de douceur dans ce roman d'espionnage avec Estelle Becker, qui elle a travaillé pour la CIA. Ce personnage, vous l'avez inventé, vous êtes basé sur un personnage réel, puisque c'est un personnage qui est déjà dans le précédent. Oui, tout à fait, mais je l'ai inventé en pensant à quelqu'un que j'avais rencontré en Asie, mais qui n'avait rien à voir, qui n'était pas américaine et qui travaillait encore moins pour la CIA. Voilà. Bon, le personnage, oui, il correspond à quelqu'un que j'ai rencontré, mais qui a jamais fait ce boulot. Si vous voulez, tous les personnages en fait qui sont dans mes livres sont des gens que j'ai rencontrés d'une manière ou d'une autre. Soit je les ai insérés dans leur vie réelle, en changeant les noms simplement, soit je me suis servi de caractères pour bâtir d'autres personnages qui entrent dans les romans. Enfin, je pense que tous les auteurs font ça. Enfin, ça me paraît assez difficile d'inventer de but en blanc quelqu'un. Et justement, il y a deux autres personnages, Abdel et Kevin, dans l'histoire, parce que c'est par petits chapitres qui se suivent par date notamment. Pour Abdel et Kevin qui sont sur la voie du terrorisme islamique, de qui vous êtes-vous inspiré vous les avez rencontrés Oui, ceux-là sont bien réels, mais je les ai rencontrés il y a presque 30 ans, lorsque je suis arrivé dans le journal où j'ai travaillé, à Valeurs Actuelles. On m'avait demandé à la fin des années 80
une enquête sur les milieux qu'on disait radicalisés. On ne parlait pas de terrorisme, de djihad à l'époque, mais de radicalisation, oui, en tout cas, à Valeurs Actuelles, on avait fait déjà pas mal de papiers. Donc, ce serait trop long de vous raconter comment j'ai fini par me lier à certains d'entre eux, mais voilà, après être allé dans des banlieues, être passé par des associations, des ONG de soutien, etc., voir à un endroit, par une église, par un prêtre qui travaillait pas mal auprès de ces gens-là, bon, j'ai fini par rencontrer deux types, donc un maghrébin et un français converti, qui ressemblaient... Enfin, qui ressemble en tout point avec les deux personnages qui sont dans le livre. La seule différence, c'est qu'à l'époque, ils n'étaient pas impliqués dans le djihad, mais ils étaient très radicalisés. Ouais. Ils détestaient la France, ils voulaient mettre, comme ils disaient, le bordel en France. Je pense que ces mêmes personnages rencontrés il y a une trentaine d'années aujourd'hui, ils seraient passés de l'autre côté. Ouais. Vous les avez revus depuis? Vous vous êtes jamais renseigné sur ce qui était devenu? Mais non, je les ai pas revus, on a fini par se fâcher, évidemment. Quand les reportages sont sortis, enfin au fil des reportages que j'ai publiés, oui, ça les a un peu énervés. Alors, le premier épisode se passe d'une certaine manière. Le premier roman se passe en Asie, le suivant en Afrique. Est-ce que vous envisagez d'écrire à terme quelque chose en Amérique du Sud, ou est-ce que vous retournerez à vos premiers amours en Asie? Non, alors l'Amérique du Sud, non, parce que bon, j'y suis un peu allé. Hein, je connais pas mal le Venezuela et un peu la Colombie, mais non, ça me dit pas. Votre terrain, ça reste l'Asie? Oui. Mon terrain de prédilection, oui, c'est l'Asie. Oui. Ouais. Et quel pays quel pays a votre préférence? Moi, j'ai franchement un deuxième pays qui est la Thaïlande, où j'ai été basé pendant 6 ans, à l'époque où j'étais journaliste indépendant. J'y ai fait très peu de reportages politiques, c'était ma maison. Voilà, où je me reposais, où je me requinquais, entre 2 reportages en Birmanie, au Cambodge, au Laos, voilà. Donc c'est un pays que j'adore. Et puis par la suite, j'y suis allé, je crois, en vacances chaque année pendant 20 ans avec ma famille, vous voyez. Sinon, les 2 autres pays qui me sont chers, il y a le Vietnam, bien sûr, et la Birmanie. La Birmanie, pour y être allé... une quinzaine de fois dans les guérillas qui luttent contre le pouvoir central, qu'elles soient Karen, Karenni, Shan, ou la guérilla Mon encore. Voilà. Est-ce que vous avez un projet d'écriture pour la suite? Un autre roman, une enquête? Non, j'ai aucun autre roman en cours de route. En revanche, oui, je travaille depuis 2 ans sur un carnet de route. Carnet de route asiatique, justement, ouais, qui a comme fil d'Ariane le Vietnam. C'est-à-dire, en fait, fil d'Ariane, c'est... en grosso modo, 20 ans que j'ai pu... les 20 années au cours desquelles je suis allé régulièrement au Vietnam, depuis la fin de la guerre, 74-75, qui a été mon premier grand reportage. Et puis, après, à partir de 90, lorsque les nouvelles autorités vietnamiennes ont enfin accepté de me redélivrer un visa, puisque j'avais été blacklisté pendant 15 ans. Alors, c'est la minute un peu réactionnaire, mais vous qui avez voyagé il y a 30 ans et qui avez voyagé plus récemment, est-ce que vous trouvez que les voyages ont perdu de leur saveur avec l'hypermondialisation, la numérisation, où on voit un peu partout les mêmes choses, avec les écrans, avec des modes de vie un peu standardisés? Ou est-ce que vous arrivez encore à vous émerveiller en voyageant? Ah non, moi je m'émerveille en voyageant, bien sûr. Maintenant, en tant que reporter, j'ai tout à fait conscience que, je vous parlais à l'instant des maquis en Birmanie, je les aurais pas appréciés de la même manière si à l'époque j'avais eu Internet, un iPhone dans la poche, et voilà. Ce qui faisait tout le sel de ces reportages, c'était d'être coupé du monde totalement pendant des semaines ou des mois. Enfin, j'y ai passé, par exemple, j'ai fait deux très 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 longs reportages, en 81, 2 mois et demi avec les Karen, et en 82, 4 mois avec les Karenni. Donc vous êtes pendant 4 mois au milieu de la jungle, vous êtes coupé de tout. Et c'est ça qui fait en gros l'intérêt. D'abord, ça fait que vous êtes vraiment sur ce qu'on appelle du grand reportage. Donc du reportage au long cours, et puis quand vous revenez, c'est la fête pour tout le monde, c'est la fête pour vous parce que vous retrouvez la civilisation, pour vos amis parce qu'ils vous retrouvent après une absence de nouvelles, donc pendant des semaines ou des mois. Aujourd'hui, je suis un peu
atterré par, surtout ces jeunes journalistes qui vont dans des coins assez étonnants. Hein, donc, ils prennent des risques et tout, mais ils y vont avec leur téléphone en main en permanence. Pour envoyer des nouvelles qui sont souvent pas très intéressantes, au détriment du travail de fond qu'ils pourraient faire sur place. Merci beaucoup Marc Charuel. Je répète, Opération Sahel, un roman d'espionnage. L'espionnage est une guerre sale aux éditions Toucan Noir.